Cette semaine, on se demande si on flush pas nos proches de plus en plus facilement. On apprend pourquoi les enfants ont plus besoin de partager. Puis on accueille une invitée très spéciale, notre nouvelle collègue journaliste Salomé Mahari. Elle vient nous parler de la hausse de consommation de drogue par inhalation à Montréal. Bienvenue au balado Urbania, où chaque semaine, on vous parle des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Gab et ma fille partage pas beaucoup de choses avec moi, sauf ses rhumes. Moi, c'est Flo, puis je me suis récemment fait flusher par ma psy qui n'a jamais répondu à mon courriel de novembre. Puis ça, je m'en suis rendu compte ce matin Ah, en arrête. préparant cette chronique. Ben là, c'est bad. Elle t'a C'était ghosté. épouvantable, ouais. Ça arrive, c'est documenté. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Hey, excusez, je vais avoir besoin d'un temps pour Oui. let that sink in. C'est épouvantable. Hey, ouais, désolée, la semaine passée, on vous avait Ouais. dit qu'on avait un invité spécial cette semaine, mais c'est faux. Ouais, fait qu'on va laisser le suspense durer un petit peu. Ça va être la semaine prochaine, on se croise les doigts en tout cas. Mais c'est ça le plan. Oui. Puis de toute façon, peu importe, on va avoir quelqu'un avec nous qui va être génial. Ben, c'est ça, puis on avait une remplaçante incroyable cette semaine. Fait que c'est parfait. Oui. Je commence Oui, cette vas-y. semaine. Je t'écoute. OK, Gab, cette semaine, j'avais envie de te parler d'un TikTok sur lequel je suis tombée, qui montrait une mère et sa fille en voyage sur une terrasse. Puis à l'écran, c'était écrit « Quand tu as tellement protégé ta paix », du fameux mantra « Protect your peace », que la seule amie qui te reste, c'est ta mère. Tu connais sûrement le concept de protéger sa paix qui est vraiment simple. C'est qu'on se gêne pas pour éliminer à peu près tout ce qui nuit à notre tranquillité d'esprit, à notre santé mentale. Genre, un ami te choque un peu dernière minute pour une soirée, poubelle. Ta tante a des propos un petit peu aérés, des invités du réveillon. Bref, ça niaise pas. Puis la question que je me pose cette semaine, c'est on a-tu le bouton cancel de plus en plus facile quand vient le temps de gérer nos relations? On l'écoute. Cancer. Voilà. Il y a des données qui suggèrent que oui. Il y a une étude d'un sociologue de Cornell qui a révélé qu'il y aurait 27 des Américains, genre le quart, de 18 ans et plus, qui ont coupé les ponts avec au moins un membre de leur famille. Puis en ligne, beaucoup de jeunes adultes, ça va te faire rire, disent qu'ils ont quiet quit certaines de leurs amitiés. Donc, ils se sont subtilement retirés de certaines relations amicales sans adresser les choses. Ils ont fait ta psy. Ils ont fait comme ma psy. Ils ont fait comme ta psy, ils ont juste quitté. Ah, Julie. Sans avis. Julie, Euh, si tu nous écoutes. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça se passe alors qu'on observe depuis plusieurs années que de plus en plus de créateurs de contenu font de la vulgarisation de notions de psychothérapie en ligne. On a inventé un terme pour ça, Gab, tu le connais, c'est la TikTok therapy. On en a déjà parlé. Oui, on adore ça. On Mais aime pas beaucoup la adore TikTok ça, mais therapy. on aime bien en parler. On aime le sujet. Ouais. Dans ce coin-là du web, on fait beaucoup l'apologie du no contact, donc le fait de ne plus parler à quelqu'un qui te fait pas du bien, de protect your peace, donc de protéger ta tranquillité d'esprit et d'avoir des boundaries, donc d'imposer ses limites. Oui. Bref, on présente le fait de couper de nos vies certaines personnes qu'on juge toxiques, ça aussi c'est un buzzword vraiment populaire, comme un move plutôt noble, puis une façon de prendre soin de soi. Puis effectivement, il y a des cas dans lesquels c'est tout à fait nécessaire de faire ça, puis justifié. Mais il y a des experts qui s'inquiètent, puis qui pensent que ce qui se passe vraiment, c'est plus le contraire. C'est que notre tendance grandissante à nous isoler puis à couper les ponts quand on sent qu'on pourrait se pogner avec quelqu'un, c'est ça qui nuit à notre santé mentale. Il y a une étude de 2019 qui a d'ailleurs prouvé que plus une personne a de proches, donc famille, amis, ex-collègues, qui ont comme été rayés de la carte dans sa vie, plus elle a tendance à être déprimée, à avoir un style d'attachement anxieux, puis à avoir moins de soutien social. On n'est comme pas surpris d'apprendre ça. Fait bref. C'est sûr que confronter quelqu'un, c'est pas le fun. Dire à ta tante que ses jokes te blessent ou dire à ton ami qui t'a déçu, c'est comme 1000 fois plus compliqué que de juste couper les ponts. Ouais. Mais prendre des risques dans ses relations en se chicanant puis en se confrontant, ça vaut peut-être la peine, contrairement à ce que beaucoup de pseudo-experts prônent en ligne. Puis cette semaine, il y a beaucoup de consommés d'articles qui parlaient de ça. Puis que c'est finalement un peu le prix qu'on paye quand on n'a peut-être pas les moyens de se payer une thérapie, puis d'avoir un professionnel avec qui parler de ces relations-là. La TikTok thérapie ou ton... Ben, la TikTok Therapy, c'est un peu comme une alternative très accessible et abordable, ben, genre gratuite, Oui, mais c'est à ça que je la parlais thérapie en semaine personne, Oui. qui coûte fucking cher, puis que peu de gens peuvent se permettre. Puis des fois, je pense qu'il y a des dérives un peu comme ça qu'on observe où on applique des concepts qu'on pense qui sont très fondés, là, puis qui seraient recommandés par un psy à notre vie sans vraiment consulter un professionnel, mettons. Puis ces conseils-là qui sont full accessibles, est-ce qu'ils sont vraiment applicables à ta situation? Est-ce que c'est pertinent pour toi? Est-ce que, genre, on dirait que c'est quasiment pas trop accessible. On peut pas déstigmatiser la santé mentale trop, mettons. Mais c'est ça, je me demandais, toi, as-tu déjà coupé des gens de ta vie carrément? Fait genre, non merci. Ben, Plus à jamais. part des ex, pas vraiment. Là. Non. Non, mais je pense que ça it's giving intolérant, là, aussi. Oui. Ou pas vouloir la peur de confrontation, comme tu disais.
Il y a Très comme deux intransigeant. affaires à ton affaire. Il y a comme deux volets à ton sujet, là, mais mettons, si on parle de thérapie en ligne, ben, tu sais, aussi de simplifier des concepts, on dirait que ça revient un peu au sujet dont j'ai parlé la semaine dernière, là, des experts sur TikTok qui simplifient énormément des concepts qui sont très complexes, puis les gens prennent ça pour du cash un peu, là, comme des conseils très simples comme « protect your peace », comme oui, mais à un certain niveau, là. Je pense qu'il faut... Le conflit, comme tu dis, a sa place, mais des fois, tu n'es même pas obligé d'être en conflit. Par exemple, si tu as comme ta mère te gosse pour une certaine affaire, là, ou comme, je sais pas, aussi, tu as justement un ami qui a certains comportements qu'elle t'aime pas, oui, tu peux les adresser avec lui, mais des fois aussi, il faut juste tolérer qu'il y a des gens qui vont pas toujours agir ou agir d'une manière qui va nous convenir. Ben, c'est ça, puis que les relations sont imparfaites, que c'est pas grave. C'est ça la vie. C'est ça, avoir des relations, c'est pas être toujours satisfait, puis ça va pas toujours comme dans ton sens. Oui, puis genre, moi, je trouve que les amis que j'ai, que j'aime le plus, puis avec lesquels j'aime le plus discuter, c'est souvent des gens, genre, qu'on n'est pas d'accord, mais que ça nous dérange pas d'en parler, genre. Puis ça rend notre conversation tellement plus intéressante. Puis là, je suis pas genre, waouh, je suis dans même mature émotionnellement, je peux parler de tout avec mes amis. Mais c'est juste, ça donne tellement plus de nuances à la vie, tu sais, que de pas s'entourer juste de personnes qui ont exactement les mêmes croyances ou les mêmes limites que toi, tu sais. Mais c'est ça aussi, vivre en société, là. Ben oui, voilà. C'est de pouvoir apprendre à gérer, dealer avec le fait que les gens ont des comportements différents des tiens. Ben oui. Puis un autre pan intéressant de ça, que je lisais dans un article de Vox cette semaine, c'est que il y a comme ça a un peu été... Ces mantras-là de comme protéger ta paix, prendre soin de toi coûte que coûte, bloquer les gens qui nuisent à justement ta tranquillité d'esprit, ben c'est souvent au profit d'une espèce de productivité très capitaliste, de comme, ben le temps que tu vas pas prendre à prendre un verre avec un ami qui t'a peut-être un peu ses nerfs, qui a peut-être pas les mêmes opinions que toi, ben, tu vas le prendre à faire ton journaling ou genre à aller au yoga, genre à prendre soin de toi. Personal growth. Oui, c'est ça. Ce qui, au final, c'est pas genre ces petits gains-là en productivité qui vont vraiment rendre ta vie meilleure, tu sais. C'est beaucoup une question de qui tu t'entoures, j'ai l'impression. Oui, puis je pense qu'aux États-Unis, c'est sûr que là, les statistiques dont tu parles sont américaines. Il y a aussi tout l'aspect politique qui est comme plus... C'est très clivant, oui. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup plus de division qu'ici, là. Mais j'ai l'impression aussi que tout ça vient des fois d'un peu la tendance, tu sais, un peu New Age, un peu yoga, mais poussé à l'extrême. Ah, là, oui. Genre, je m'écoute, je prends mes besoins, je suis vraiment connectée avec moi-même et cette personne n'a pas les bonnes énergies pour moi. Oui, c'est ça. Ce genre de discours-là un peu... c'est ça, je sais pas comment dire, mais New Age, je pense que c'est le terme que j'utiliserais. Là, des fois, trop dans la bienveillance envers soi-même. Comme, des fois, je pense que les gens s'écoutent trop. Genre, écoute-toi un peu. Comme, écoute-toi, mais je pense qu'il faut pas non plus être... vouloir enlever tous les sentiments négatifs. Oui, c'est ça, d'inconfort. Qu'on peut ressentir. C'est comme... mettons que j'élève ma fille, là, je peux pas lui enlever ses crises. Des fois, il faut que je tolère sa crise, mais c'est difficile pour moi, mais en même temps, comme c'est ça la vie, des fois, c'est avoir des sentiments négatifs. Ben tout à fait. Puis c'est drôle parce que quand c'est des professionnels super populaires en ligne qui ont ces discours-là de comme tu as le droit de couper des choses si elles ne te font pas de bien, on dirait que c'est encore plus... t'es encore plus encouragé à le faire. Je sais pas si tu connais Therapy Jeff sur Instagram. Ah, oui, il est bon, lui, hein? Je l'aime beaucoup. Ouais. Puis à un moment donné, il a sorti une capsule où est-ce qu'il disait qu'il parlait plus à sa mère pas à sa sœur. Puis j'étais comme, wow! T'es comme, ouh, Jeff, je pensais pas que t'étais comme oui, ça. c'est ça. J'étais genre, je te connaissais mal. Mais pas que c'est pas correct qu'il parle plus à sa mère pas à sa sœur, mais c'était comme tellement radical, puis il avait tellement l'air d'avoir de l'amertume. Moi, j'avais tellement pris tous ses conseils pour du cash, j'étais genre, il s'est trop écouté. Et c'est peut-être trop écouté. Bref. Il était trop centré sur ses propres besoins. C'est la leçon de ma chronique cette semaine. Arrêtez de vous écouter trop. Hey, mais c'est ça parce que je trouve que cette semaine, nos sujets se répondent vraiment. Ah oui? Vas-y. Oui. Moi aussi, je suis dans trop s'écouter. Ah oui? Parce que cette semaine, je te parle d'une tendance qui gagne en popularité auprès des jeunes parents et qui m'étonne pas mal, ne pas apprendre à son enfant la notion de partage. OK. C'est un article du média américain The Cut qui m'a mis la puce à l'oreille. Apparemment, de plus en plus de parents qui pratiquent la parentalité bienveillante et des experts et expertes de la petite enfance croient qu'on devrait arrêter de forcer les enfants d'âge préscolaire à partager leurs jouets. Ah ouais? Leur réflexion part quand même d'un fait. À 2, 3 ou même 4 ans, un enfant n'a pas les capacités cognitives pour partager. Il n'est pas rendu là dans son développement. Ça, c'est prouvé, là. C'est sérieux. OK. Les gens qui encouragent cette tendance un peu décrissante pensent qu'en attendant que l'enfant soit assez vieux pour vouloir partager ses jouets de son propre gré, soit entre 4 et 6 ans environ, on favorise un geste de partage sincère et non forcé. OK. Puis surtout, on s'évite bien des crises et des luttes inutiles. Oui.
Des experts croient aussi que de ne pas forcer les enfants à partager leur permet de se concentrer sur leurs besoins et mieux exprimer leurs limites. C'est sûr que vu de même, c'est bien. Je veux pas que ma fille devienne un tapis qui est pas capable de demander ce qu'elle veut dans la vie, comme une augmentation, par exemple, ou quelqu'un qui people please à tour de bras. Ne pas partager, c'est peut-être une notion importante à apprendre pour qu'elle fasse sa place dans notre belle société capitaliste. Par contre, j'ai pas non plus envie qu'elle devienne un enfant roi égoïste et gossant. Oui, c'est ça, la ligne est tellement mince. Oui, c'est ça. Mais tout ça m'a fait penser, en fait, il m'a rappelé à quel point élever un enfant, c'est culturel. Mes voisins français, eux, par exemple, valorisent beaucoup la tranquillité de mon enfant. Ah oui? Oui, oh mon Dieu, oui. C'est très... oui. Mais très Violette est important tranquille, je savais pas. Elle n'est pas tranquille. OK, c'est ça. Il valorise beaucoup la tranquillité. Il aimerait que je la valorise davantage. Je comprends. C'est le message qu'ils m'ont passé. OK. En Occident, par exemple, on valorise énormément l'individualité et la possession de biens matériels. Avoir une maison, avoir un char, avoir ses affaires. Je pensais chez les enfants, j'étais comme... Non, mais chez nous, les adultes, oui. on est très comme ça, c'est mes choses, on aime acquérir des objets. Puis si les enfants ne veulent pas partager, c'est aussi parce qu'ils reproduisent qu'est-ce qu'ils voient. C'est pas comme si ça partageait fort dans notre société, à part un sac de chips de temps en temps au bureau. Dans l'article, on citait aussi qu'au Mexique, par exemple, certaines communautés encouragent les enfants à veiller au bien-être des autres presque dès la naissance et eux n'ont pas de problème de crise d'enfants qu'ils ne veulent pas partager à 2 ou 3 ans, comme nous, on en a beaucoup ici. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. C'est là que j'en suis dans ma réflexion, Florence. Est-ce que tu as l'impression que toi, tu t'es beaucoup fait apprendre à partager? Moi, j'ai l'impression que c'était comme une valeur centrale dans mon éducation quand j'étais petite. On partage, là, je me le suis fait dire souvent. Mais à la garderie, à la frères maison. Et sœurs? Oui, on est 4. C'est c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'occasions de partager, là. Ben, c'est t'as pas le choix aussi. Genre, tous les jouets étaient... Mais ça, je sais pas si c'est une affaire documentée, là, mais moi, j'ai l'impression que vu qu'on était beaucoup chez moi, on s'ostinait puis on se battait beaucoup pour les affaires. Genre, sérieux, sortez un sac de chips dans la maison La Rochelle, tassez-vous, là. On va, genre, se battre pour qui va le manger le plus vite possible. Parce que tu sais qu'il va rien avoir qui va être juste à toi. Voilà. Fait que j'ai l'impression que vu qu'on était beaucoup, qu'on s'est fait dire qu'il fallait partager puis que c'était un peu genre, on se faisait réprimander, qu'on se faisait dire qu'il fallait partager, ben là, on est devenus des adultes, genre, qui protègent beaucoup leur territoire puis leurs choses, je pense. Quand vous êtes ensemble ou même individuellement, genre toi? Individuellement, je pense. Je suis beaucoup confrontée, tu sais, des fois des amis qui viennent d'autres cultures, d'autres milieux, que genre, ils ont tellement des réflexes de générosité, puis je suis comme, pourquoi moi, je suis zéro là-dedans, jamais. T'as pas envie de partager toi non plus? Mais oui, j'aimerais ça, mais j'y pense pas. Genre, ça me vient pas. Là, j'ai l'air vraiment pas fine, mais genre, c'est pas vrai, là, j'exagère un peu. Mais il y a vraiment plein de moments où je suis comme, ça me serait pas venu dans ce contexte-là, là, de comme partager, j'y aurais pas pensé. Genre ton biscuit ou... Mon biscuit ou genre, je vais me prendre un café au Mano Cornuto qui est à côté du bureau ici au travail. Genre, je vais pas vous demander si vous en voulez un, tu comprends? Mais ces amis-là, c'est sûr qu'ils m'auraient demandé, t'en veux-tu un? C'est très confrontant pour moi. Je pense que on a été éduqués différemment. Ben c'est possible, mais tant mieux pour eux parce qu'ils ont des belles valeurs de partage et de penser à l'autre. Puis tant pis pour moi. Ben c'est ça. Mais tout ça est très individualiste. Puis moi, ça m'a fait réfléchir aussi où, oui, le développement, là, par exemple, tu sais, de plus en plus d'experts et expertes de la petite enfance se basent sur des études pour encourager un ralentissement de l'apprentissage de certaines affaires comme le pot, par exemple, l'apprentissage à la propreté. Maintenant, tout le monde s'entend à peu près pour dire qu'il ne faut pas forcer un enfant à aller sur le pot, qu'il faut attendre qu'il démontre les signes qu'il est prêt, parce que si tu le forces, ça peut backlash. Moi, ça m'est arrivé. Là. Mettons, je trouve à la garderie, ils ont encouragé ma fille à se mettre propre trop tôt. Je trouvais qu'elle n'était pas prête. Puis finalement, ça a juste ralenti le processus, puis elle a été propre plus tard que les autres amis. Ah ouais? Oui. SOS. Pour les nuits, c'est la même chose. De plus en plus de gens vont dire qu'il faut attendre que l'enfant soit prêt pour faire ses nuits. Il ne faut pas le forcer avec des méthodes d'entraînement au sommeil. Quand il va être prêt, il va le faire. Mais en même temps, c'est un peu comme on disait tantôt avec toi, on vit en société. Là. Tu sais, pour les nuits ou le pot, peut-être qu'on peut... ça reste plus du domaine des parents, là. Mais en même temps, la garderie, je comprends pourquoi, mettons, ils ont poussé ma fille à être propre. Si tous les autres amis dans le groupe sont propres, peut-être que l'éducatrice est comme ça me ralentit, moi, dans mon travail, que là, ton enfant soit pas propre. On s'adapte au groupe. Oui, puis pour le partage, même chose. Comme je comprends que à 2 ans, mettons, cognitivement, ils commencent à peine à comprendre la notion de propriété. Là. C'est pour ça que les enfants de 2-3 ans sont très comme ça, moi, ça, moi. Ils viennent de comprendre cette affaire-là, que des choses peuvent être à eux. Mais en même temps, on est dans une garderie. Les jouets sont à tout le monde. C'est pas juste à toi. C'est pas même ça marche. Je trouve que des fois, on se base beaucoup sur... en tout cas, en parentalité bienveillante au niveau de l'éducation des enfants, on se base beaucoup sur des études où le développement des enfants
puis on occulte peut-être cette partie-là où il y a aussi la vie qui continue. Oui, c'est ça, la vie autour de l'enfant, les personnes autour de l'enfant, les autres enfants. Oui, les autres, les frères et sœurs, puis on peut pas tout faire peut-être en fonction du développement de l'enfant. Sérieux, à l'ère de la parentalité bienveillante, avoir des enfants, ça a l'air d'être un cauchemar. C'est un cauchemar. Ça revient toujours à... En tout cas, moi, c'est aussi mon obsession. On a trop d'informations, des fois, comme parents. Là, c'est ça, là, je me sens mal d'encourager quasiment ma fille à partager, puis comme, mon Dieu, elle n'est pas prête, mais tu sais... Oui, c'est ça. Puis genre, moi, j'ai même pas d'enfant, puis j'ai ce réflexe-là quand je suis avec ma nièce. Des fois, j'ai dit des trucs, puis je suis comme, wow, tu viens de la traumatiser à vie, là. Est-ce que j'ai scrappé Probablement que tu l'as pas scrappé. J'espère que non. Mais peut-être. Tu le sauras plus tard. On s'en reparle dans 15 ans. Je pense que c'est le moment où on accueille un collègue de la salle de rédaction et cette semaine, invité très spécial, notre collègue journaliste Salomé Marie qui nous a joint il y a genre quoi, 2 semaines? 3 semaines? Début de l'année. Ça fait pas longtemps. Elle adore le crack. Non, c'est une blague. Salomé adore le crack. C'est le sujet de son 2e reportage. Puis elle est allée parler à beaucoup de ressources du milieu communautaire et de la santé de la hausse de la consommation de drogue par inhalation à Montréal. Allô, Salomé, merci d'être là. Salut, merci de m'avoir invitée. Trop contente que tu sois là. Fait que là, tu sais, on est content de t'avoir sur le podcast parce que tu es une nouvelle membre de l'équipe de rédaction. Puis on voulait juste commencer pour les gens qui nous écoutent, qui te connaissent pas, qui t'ont jamais vu, savoir, genre, tu viens d'où, de quel âge, qu'est-ce qui t'intéresse? Genre, comment t'as vendu ta salade à Urbania, là? Ben alors, je m'appelle Salomé, j'ai 22 ans et je suis toute nouvelle chez Urbania. J'ai terminé mes études récemment en journalisme à l'UQAM. Donc voilà, puis dans mon travail, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche aux enjeux, en fait aux enjeux qui touchent aux communautés marginalisées, aux injustices sociales. Tu vas bien t'entendre avec mon ami Gabriel. Oui, est-ce qu'on dirait que j'aime les communautés marginalisées? On pourrait. Puis c'est quoi ce reportage-là qui sort aujourd'hui, la journée de diffusion du balado, donc lundi? En fait, c'est que y a la distribution des pipes à cristal meth a presque quintuplé à Montréal depuis 2019. OK. Puis ça, c'est énorme et c'est une augmentation qui vient répondre directement là, à une hausse de la consommation de drogue par inhalation. OK. OK, cool. Puis à qui t'as parlé pour faire ce reportage-là? Bien, à beaucoup d'acteurs dans le milieu communautaire et aussi dans le réseau de la santé des services sociaux. Donc, j'ai parlé à Urgence Santé, Urgence Dépendance, qui est une unité du CIUS, du Centre-Sud de l'île de Montréal. J'ai aussi parlé à l'organisme Spectre de rue, qui offre des services d'injection supervisée, d'analyse de substances. J'ai parlé à la Maison Benoît Labre, qui offre le même genre de service. J'ai aussi parlé à l'Anonyme. L'autobus, là. Oui, l'autobus, le fameux exactement. Oui, c'est cool, ça. Et également à la mission Oldbury, qui est un refuge d'hébergement d'urgence. OK. Fait que tout le monde, mais est-ce et que... des docteurs aussi de la santé publique. On a fait une grosse entrevue, une grosse semaine. Oui. Puis est-ce que ça t'a appris pourquoi la consommation de drogue par inhalation a autant fait un boom dans les dernières années? Ça, il y a des hypothèses, mais je pourrais pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est pas comme très documenté, là. OK. Les études sont pas sorties encore. Non. Mais c'est quoi les hypothèses, mettons? OK. En fait, premièrement, il faut comprendre que cet enjeu-là d'augmentation de la consommation de drogue par inhalation, ça se manifeste dans 2 phénomènes distincts. Fait que là, premièrement, il y a une hausse de la consommation de crack et de cristal meth, qui sont 2 stimulants. Et il y a aussi, en marge de ça, un nouveau phénomène à Montréal qui est que le fentanyl, alors qu'il était avant majoritairement injecté, maintenant il est de plus en plus fumé. Puis ça amène de nombreux enjeux là, de santé publique en ce moment. Mais pourquoi il est de plus en plus fumé? On sait-tu? C'est des nouvelles tendances de consommation. C'est plus simple, peut-être? Ça dépend. Ça peut être, par exemple, si des personnes changent leur mode de consommation puis sont plus dans un mode de consommation par inhalation, ça se peut qu'ils se mettent à fumer, par exemple, du fentanyl plutôt que de l'injecter. Mais il y a beaucoup, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de polyconsommation dans la rue. Donc, il y a des personnes qui consomment pas juste des stimulants ou seulement des opioïdes ou qui consomment pas seulement par inhalation, mais aussi par injection. Ça va ensemble aussi souvent. Ouais, peut-être ça dépend ce qu'ils trouvent aussi. Puis c'est... Ouais. Puis, si j'ai bien compris dans ton article, ce que tu expliques, c'est que c'est dangereux. Il y a des risques associés à cette hausse de consommation-là parce que le système n'est pas encore, puis les outils, mettons, sont pas encore full adaptés. Puis notamment parce que dans les pipes, il peut y avoir des opioïdes
des restants, genre les gens qui partagent des pipes Ouais. peuvent retrouver des restants d'opioïdes alors qu'ils veulent inhaler du fentanyl. Oui, exactement. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est parce que c'est assez courant qu'il y a du partage de matériel, donc de consommation. Donc, ce qui arrive, c'est par exemple, si moi, je suis une consommatrice de crack et que quelqu'un me passe sa pipe dans laquelle il a précédemment fumé du fentanyl, il va avoir encore un résidu du fentanyl, donc une résine qui, d'ailleurs, est plus puissante que la substance elle-même. Donc là, si moi, je me mets à fumer mon crack dans cette pipe-là, ben je vais être intoxiquée aussi par le fentanyl et ça augmente le risque de surdose inattendue. Oui, c'est Voilà. dangereux. C'est ça. Puis aussi, il faut savoir que, donc on entend beaucoup parler de la naloxone, qui est un médicament qui vient, dans le fond, renverser les effets temporairement d'une surdose d'opioïdes, particulièrement. Donc, il y a beaucoup de consommateurs d'opioïdes qui vont entraîner sur eux ou qui vont consommer avec des gens qui en ont. Mais des consommateurs, par exemple, seulement de stimulants, ben peut-être qu'ils vont dire « Ouais, mais moi, j'en ai pas besoin de trousse de naloxone parce que je consomme pas d'opioïdes, donc ça va me servir à rien. » Mais là, l'affaire, c'est que maintenant, ça se peut qu'ils consomment un stimulant puis que finalement, ils se retrouvent à faire une surdose qui nécessite une intervention à la naloxone. Qui n'ont pas sur eux. C'est ça. Donc, de là l'importance d'avoir plus de matériel de consommation pour éviter ces surdoses-là, ce partage-là, qui peut aussi d'ailleurs augmenter les risques de transmission du TSS. Ouais. Puis qu'il y ait donc une distribution de ça, mais aussi une distribution de naloxone, que les gens... Tu sais, le message de prévention, c'est beaucoup, tu sais, ne consommez pas seul, consommez avec des gens qui ont de la naloxone ou ayez-en sur vous qui est visible. Comme ça, si jamais vous faites une surdose seule, quelqu'un va pouvoir vous aider avec ça, puis de ne pas partager le matériel. Puis est-ce qu'ils donnent dans la rue de plus en plus de pipes, par exemple, pour que les gens en aient des propres avec eux? Oui, exactement. Ben, c'est ça le sujet de l'article, dans le fond. C'est que la distribution a quintuplé là, depuis 2019. C'est ça. Puis les organismes vont les donner directement. Genre le bus, l'anonyme va les donner. Exact. Fait qu'il y a des intervenants de rue qui vont en distribuer dans la rue, mais c'est aussi disponible dans les ressources. Trop cool. Ben là, allez lire ça. C'est full intéressant. Puis toi, ça te vient d'où ton intérêt pour ce genre de sujet-là? La consommation, la dépendance? L'itinérance, je pense que c'est ça ton premier texte aussi. Oui. Ben en fait, moi, mon père, il travaille là-dedans depuis toujours, là, en recherche et en intervention en dépendance, itinérance, santé mentale. Donc, je pense que j'ai été sensibilisée et intéressée très tôt à ces enjeux-là. Puis, tu sais, j'ai grandi à Montréal, fait que j'ai beaucoup côtoyé l'itinérance. Fait que, voilà, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Puis je trouve qu'il y a énormément d'injustice qui vient avec ça. Là. Cool. Ben là, on a hâte de voir tes prochains reportages. Ah, moi, j'ai une dernière question. Oui, vas-y, excuse. Parce que là, mettons, tu viens de rentrer chez Urbania, je pense que c'est ton premier comme gros gig professionnel, là, mettons. Oui. Ouais. Est-ce que tu as comme, genre, des reportages de rêve que tu aimerais faire ou est-ce que, comme, parce que... Ou des collègues avec qui tu aimerais travailler. Tu sais, t'as-tu, genre... Ben là, il y a un truc que j'aimerais vraiment faire, puis c'est aller rencontrer des gens qui pensent vraiment, vraiment pas comme moi. Fait que des personnes qui sont plus dans l'extrême droite, là, mettons. J'aimerais ça essayer de comprendre plus comment ils pensent, d'où ça vient. Fait que c'est ça. J'ai envie de me mouiller un peu, là. OK. Puis de faire un Simon Coutu de toi. Un peu? Simon Coutu, peut-être. Des fois, tu sais, c'est ça va, non? Ben, c'est vrai, mais c'est vrai que lui, il fait ça. Oui, c'est ça. Il rencontre beaucoup de gens qui ont comme des opinions différentes des siennes, puis il veut leur parler pour vrai. C'est ça. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, peut-être, bientôt. Yes! Ben, cool, merci. Merci, Salomé! Merci! OK, qu'on a enregistré? Oui, ben, je peux y aller en premier si tu veux, parce que cette semaine, j'ai rien à te faire. D'accord. Mais j'avais juste envie de te partager une publication Instagram du magazine Harper's Bazaar que j'ai vu passer la semaine dernière et qui s'intitulait « Pourquoi autant de stars sont-elles nées le 16 janvier? » Une question que je m'étais jamais posée et que je me poserai probablement jamais. Parce qu'on s'en fout peut-être parce un petit peu, je sais pas, là. Ouais. OK. Puis, il n'y a pas de réponse? Non, ben c'est que finalement, c'est tous des Capricornes, puis les Capricornes travaillent fort, donc vont être des vedettes connues. C'était ça. C'est sûr que tu me niaises. C'était ça, oui. Ben, ça m'a bien fait rire. Je suis contente que tu m'en parles. C'était comme quelle nouvelle inutile. OK, je pense que tu vas aimer mon contenu enregistré cette semaine. Tu es fan des Finance Bros, si je te connais bien, Gary, c'est ça? Les Finance Bros, c'est toutes mes amies, dans le fond. Voilà.
Alors, écoute ça. Planificateur financier, à 20 ans, c'est quoi l'idéal à avoir dans son compte épargne? Tu dois accumuler 100 000 Le premier 100 000 c'est le plus difficile à atteindre. Après ça, c'est la magie des intérêts qui commence à s'accumuler plus facilement. Donc, vise vraiment l'atteinte du 100 000 C'est possible. Moi, je suis 13 ans en retard, là. ça m'a beaucoup fait rire, puis ça m'a fait penser à un commentaire que quelqu'un a laissé sur une vidéo de 4,95 cette semaine, parce que je fais des vox pop où je vais dans la rue demander à des gens, ils ont quel âge puis ils ont combien en économie. Puis là, sur cette dernière vidéo-là, il y a un gars qui a écrit « J'ai 13 ans, j'ai 89 000 j'ai commencé le grind à 2 ans. Tout le monde est paresseux. » C'est genre, et je pense qu'il y a 300 likes sur ce commentaire-là, c'est très drôle. C'est épique. On sait que lui a ramassé tout cet argent-là à la sueur de son front. Ben oui, bien sûr. Hey, c'était ça pour aujourd'hui. Oui, merci Gab, merci Salomé d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micro-Mag Urbania. C'était Flo et Gab, on vous retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye.